Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. C'est le moment de votre grand angle. Et on va continuer de parler de la guerre en Ukraine avec une victime collatérale de ce conflit, la langue russe. On en parle avec vous, Cédric Grave. Vous êtes écrivain, auteur entre autres des Alpinistes de Staline ou d'Anthracite, un roman sur la guerre au Donbass. Vous connaissez bien l'Ukraine. Vous avez fondé l'Alliance française de Donetsk en 2010. Et dès le début de la guerre, là, vous êtes parti justement en Ukraine. Dans un papier dans l'Obs, publié récemment, vous posez cette question. La langue russe va-t-elle disparaître d'Ukraine, une langue parlée par des millions d'Ukrainiens? Qu'est-ce qui vous a fait avoir cette interrogation? D'abord, les Ukrainiens en parlent eux-mêmes et en premier lieu, les russophones. C'est une remise en question identitaire, en fait, pour eux, c'est-à-dire parler la langue de l'ennemi, puisque c'est comme ça aujourd'hui qui désigne évidemment les soldats russes, ça les trouble, forcément. Alors, ça ne veut pas dire que la langue russe va disparaître du jour au lendemain. Et moi, j'étais à Odessa, donc une ville fortement russophone, et puis j'étais sur la frontière sud, vers le Danube, où on parle beaucoup le russe. Et moi-même, j'ai trouvé presque incongru à un moment, finalement, qu'on parle tous russe. En fait, ils m'ont arrêté. Les services secrets ukrainiens m'ont arrêté parce que je parle russe, parce que j'avais beaucoup de visas russes dans mon passeport. Et j'ai compris qu'ils étaient à la recherche d'infiltrés. Or, c'est pas évident de faire la différence entre un russe et puis un ukrainien russophone, surtout que dans cette région, ils n'ont même pas cet accent ukrainien qui alors, pour le coup, est très présent au Donbass. Ils sont russophones au Donbass, mais avec un accent ukrainien très, très étonnant. Donc, bon, c'est un vrai sujet aujourd'hui et il est tout à fait probable que beaucoup de russophones, c'est leur langue natale, donc ils vont pas changer du jour au lendemain, mais souhaitent transmettre à la génération suivante, à leurs enfants, la langue officielle, c'est-à-dire l'ukrainien. Vous dites d'ailleurs, et vous écrivez que le russe pourrait disparaître en une génération. Pour deux raisons. D'abord, les Russes sont annexés et occupent aujourd'hui des territoires russophones, donc ça va faire baisser déjà proportionnellement le nombre de russophones en Ukraine si ces annexions vont jusqu'à leur terme. Enfin, c'est déjà fait pour la Crimée, c'est déjà fait pour une partie du Donbass. Et puis ensuite, effectivement, il y aura un processus qui prendra le temps qu'il prendra, mais une génération, deux générations, j'exagère peut-être, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'on va vers une plus grande homogénéité linguistique en Ukraine, alors même que le russe était presque dominant en Ukraine à la chute de l'URSS. Oui, et clairement aussi, il y avait un bilinguisme de fait. Le président Zelensky, par exemple, parlait plus russe qu'ukrainien. Il s'est mis vraiment à l'ukrainien lorsqu'il a été élu. Mais c'est pas le premier président. Ils ont tous eu ce problème. Zelensky se débrouille finalement plutôt mieux que les autres en ukrainien. Mais Yanukovych, par exemple, le président qui avait été renversé par la révolution de Maïdan, Yanukovych, c'était un peu la risée de l'Ukraine dès qu'il commençait à parler en ukrainien. Donc c'est un problème récurrent pour les politiques. Et alors depuis le départ de Yanukovych, de toute façon, depuis 2014, il y a eu déjà des grandes évolutions. Et notamment, il y a eu une législation qui est venue renforcer l'usage de la langue ukrainienne dans les médias, pour les politiques, justement pour les services publics, dans les écoles, puisque le russe était encore très enseigné. Alors ça, c'est quelque chose qui hérisse Moscou. Ça fait partie de l'argumentaire de guerre pour Moscou, qui dit on impose l'ukrainien à beaucoup de russophones. Et il n'est pas exclu que certains russophones, d'ailleurs, en Ukraine, soient un petit peu gênés par ça. Mais ça ne veut pas dire que tous les russophones sont vent debout contre ça. Il y a même plutôt, moi j'ai remarqué chez les russophones, même avant la guerre, une acceptation. En fait, ils trouvent presque ça naturel qu'on aille vers la langue qui finalement est le nom du pays, quoi. La langue, symboliquement, c'est quelque chose de très fort. On a vu aussi dans les médias occidentaux, Libération en France, par exemple, prendre le parti d'utiliser l'orthographe ukrainienne de certaines villes plutôt que l'orthographe russe. On pense bien sûr à Kiev, qui se prononce Kiev en ukrainien, ou Kharkiv, qui se dit Kharkov également en ukrainien. Qu'est-ce qu'elle dit, cette prise de position, selon vous? C'est compliqué ça comme question parce que le débat existait déjà en 2014 par exemple. Et c'est vrai que moi quand les habitants disent Kharkov, je répète après eux, je dis Kharkov. Et s'ils disent Kharkiv, je dis Kharkiv. Moi, je pense que c'est les habitants qui décident. Excusez-moi, vous le dites beaucoup mieux que moi. Je pense que ce sont les locaux qui sont finalement les mieux placés pour nommer leur ville. Alors beaucoup de ces villes étaient nommées à la russe avant la guerre. Il est tout à fait possible maintenant effectivement que même si on parle en russe et qu'on continuera à parler, en tout cas dans l'immédiat, en russe à Kharkov, et bien que les habitants souhaitent néanmoins dire Kharkiv à l'ukrainienne.
Il y a un point intéressant que vous soulevez aussi dans votre papier, c'est que Vladimir Poutine aurait pu, avec le russe parlé par des millions d'Ukrainiens, s'en servir comme d'un soft power, clairement. Et au lieu de cela, il a fait de la langue ukrainienne, avec cette guerre, une revendication patriotique très forte, un élément d'identité culturelle par le russe, vous le disiez, c'est une trahison aujourd'hui. Oui, alors cette revendication nationaliste qui venait plutôt de l'ouest de l'Ukraine, elle existait déjà. Mais c'est sûr que maintenant, elle est justement, comment dire, acceptée par des Ukrainiens qui peut-être à l'époque trouvaient ça un petit peu exagéré de la part de l'ouest de l'Ukraine. Imaginez une seule seconde que Vladimir Poutine ait choisi en 2014 de ne pas annexer la Crimée, de ne pas souffler sur les braises au Donbass, et que donc des millions de russophones, la moitié en réalité de l'Ukraine, aient continué à peser dans le jeu démocratique ukrainien. Il est tout à fait probable aujourd'hui finalement qu'il aurait peut-être à nouveau quelqu'un de beaucoup plus aimable avec la Russie au pouvoir, et donc qu'il aurait pu exercer une influence, une sorte de soft power sur ce pays. Mais comme il réfléchit à l'ancienne, il a préféré les armes. Une question avant de partir sur un autre terrain sensible à la Transnistrie. Vous qui étiez à Donetsk dans le Donbass pour créer l'Alliance française, donc en 2010 et jusqu'en 2014, y avait-il déjà de très fortes revendications des russophones pour être attachés à la Russie ? Vous le sentiez, ça ? De manière très différenciée. Alors, c'est sûr qu'en Crimée, le référendum qui a eu lieu en 2014 n'a respecté aucun critère démocratique. Mais d'expérience, moi j'ai pas de chiffres à vous donner, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient, alors l'expression de pro-russe elle est un petit peu compliquée, mais en tout cas qui avaient des liens très importants avec la Russie, familiaux, historiques, culturels, voire beaucoup de gens qui avaient 2 passeports. Au Donbass déjà c'était beaucoup plus nuancé, et puis les territoires dans lesquels s'est aventurée l'armée russe fin février et début mars, alors là non, personne n'a jamais appelé la Russie de ses voeux, et je sais vraiment pas ce qui est passé par la tête des nationalistes russes qui ont vraiment sans doute pris leur fantasme pour une réalité. Cédric Grah, on va s'intéresser maintenant à un autre territoire sensible, je le disais, la Transnistrie. C'est un territoire pro-russe qui s'est auto-déclaré indépendant il y a 30 ans. Et dans les scénarios redoutés par les Occidentaux, l'armée russe pourrait utiliser ce territoire pour envahir notamment la Moldavie. Nos journalistes Sophie Galli et Louis Parmentier étaient en Transnistrie justement il y a quelques jours. Voici leur reportage. L'avenue du 25 octobre dans le centre de Tiraspol. Pas de parade ce 9 mai et aucun journaliste occidental autorisé en Transnistrie. Nous sommes entrés en tant que touristes et nous filmons à la dérobée. Une cérémonie de la victoire sur l'Allemagne nazie, minimaliste donc cette année. Les autorités redoutent des provocations dans un contexte extrêmement tendu avec la guerre russe en Ukraine voisine. C'est un ruban géorgien, un symbole de la victoire sur le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas le fascisme ukrainien, le nazisme. Alexandre est un vétéran. En 1992, il s'est battu du côté des séparatistes pour arracher l'indépendance de la Transnistrie à la Moldavie, l'ex-république soviétique voisine, à l'ouest. C'est important d'être là. Pour mes enfants, comme pour mes grands-pères morts à la guerre. 4 mois de combat, 1 millier de morts. Alexandre nous a présentés à ses amis comme des blogueurs. Il ne veut pas être soupçonné de parler à des journalistes occidentaux. D'autres semblent ne pas se poser la question. C'était notre commandant. Il est mort en se jetant sur une grenade pour sauver les autres. C'est un héros. Ce 9 mai en Transnistrie, on honore la mémoire de tous les nationaux tombés au combat, comme en Russie. Par la force de l'histoire et de la géographie, les habitants sont russophones et russophiles. On est fiers d'être russes. La paix, rien d'autre. Tout ira bien. Jamais pourtant la crainte d'être gagné par la guerre n'a été si présente dans la petite république autoproclamée où stationnent quelques 1500 soldats russes. Un territoire tampon pour la Russie. Moscou n'a cependant pas reconnu son indépendance, pas plus d'ailleurs que la communauté internationale. Les Transnistriens ont peur, mais ils ne le disent qu'en privé. Des habitants russophones et russophiles en Transnistrie. Cédric Grah, vous étiez justement en Transnistrie oui. il y a quelques semaines. Au pied de ce monument, je m'en souviens très bien. Voilà. Et Moscou pourrait-il reconnaître l'indépendance de la Transnistrie comme il l'a fait pour les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk quelques jours avant d'envahir l'Ukraine ?
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Cette République de Transnistrie a un destin tout à fait particulier. Elle est très isolée. Alors, pour une histoire qui serait un petit peu longue à raconter, il y a ces populations russophones qui se sont retrouvées le long du Dniestre. Elle a déjà fait l'objet d'une guerre à la chute de l'URSS. Et alors, moi, j'ai tiré à peu près la même conclusion que vos correspondants, à savoir qu'ils sont russophiles. En réalité, ils appellent de leur vœu la Russie, mais ils sont très embarrassés aujourd'hui parce que ce rêve, qui est assez vieux, ils n'avaient jamais cru qu'il pourrait se faire au prix d'une guerre aussi terrible. Et par ailleurs, ce sont des gens qui ont aussi de la famille en Moldavie, en Ukraine, en Russie. Et je crois qu'ils reconsidèrent un petit peu leurs aspirations. Pensez-vous que la Moldavie, justement, puisse être aussi menacée en faisant cette demande d'adhésion à l'Union européenne? Toujours difficile de faire des pronostics. Moi, j'ai quand même la sensation aujourd'hui qu'un tournant très important dans ce conflit a été franchi, à savoir que les offensives russes profondes vers Kiev, vers la Transnistrie éventuellement, eh bien, ont été un désastre, hein, clairement, pour Moscou, et que maintenant, cette guerre va redevenir ce qu'elle était depuis 2014, dans des proportions plus grandes, évidemment, mais c'est-à-dire une guerre régionale, une forme de contestation de la frontière orientale, avec cet objectif qui a été désigné, c'est-à-dire finalement le seul objectif qui a été clairement énoncé par Moscou, à savoir le Donbass. Et pourquoi le Donbass? Parce que depuis 8 ans, on serine à la population russe que les russophones du Donbass seraient opprimés, voire massacrés, c'est extrêmement exagéré par les Ukrainiens. Et finalement, la rhétorique, la propagande russe a désigné le Donbass comme objectif. Et ça sera un peu le minimum pour Moscou pour sortir la tête haute de ce qui est un désastre. Et russophone ne veut pas dire Russie, écrivez-vous dans votre papier. Merci Cédric Gras d'avoir été avec nous sur Plateau TV5 Monde pour cette analyse.